Cette semaine, j'ai envie de prendre le temps de répondre à une auditrice, donc Joëlle, qui m'a mis un commentaire sur le podcast de la semaine passée où je te parle de normes sociales, puis il y en a plein d'autres que celles que j'ai normées, qui nuisent un peu à notre fonctionnement. Sa question, c'était est-ce que c'est uniquement est-ce qu'on est en droit en tant que neuroatypique de s'attendre à ce que les neurotypiques s'adaptent à tous nos comportements? J'ai envie d'explorer cette question-là avec toi aujourd'hui. Bienvenue dans le podcast Ambitieusement TDAH. Donc, je vais lire le commentaire de Joëlle que je trouve vraiment pertinent, puis j'ai apprécié énormément le fait qu'elle ait pris le temps de me l'écrire parce que c'est une question qui est très, très juste. Elle m'a écrit merci pour cet épisode, Amélie. Ça fait du bien de ne pas se sentir seule. Cependant, en t'écoutant, j'avais le sentiment qu'il faudrait attendre des neurotypiques de faire beaucoup d'efforts pour protéger, entre guillemets, les personnes TDAH. Or, ces personnes-là ont aussi leurs difficultés, leurs blessures et leurs défis personnels. Comment donner une place juste à tout le monde? En fait, c'est une très, très bonne question et en fait, je te dirais que c'est très complexe à répondre parce que non, je ne pense pas que c'est uniquement aux neurotypiques à s'adapter à nous. La réalité, c'est qu'en fait, je pense que c'est important de s'éduquer par rapport à comment ton cerveau fonctionne et c'est important de comprendre comment ton cerveau peut impacter ton expérience dans ton quotidien. Et une fois que tu comprends comment ton cerveau fonctionne, c'est de te demander est-ce que tu es à l'aise avec les conséquences de ces choses-là. La semaine passée, j'ai parlé de normes sociales que que je trouve qui sont de plus en plus présentes, comme par exemple les attentes qu'on a de faire faire des rencontres en virtuel alors que c'est pas toujours facile à faire. Euh, je pense que c'est comme un défi qui est de plus en plus présent parce que la technologie le permet. Et la semaine passée, en fait, j'avais pas envie de dire que c'était des neurotypiques de s'adapter à nous, mais c'était plutôt d'ouvrir la question de te demander qu'est-ce qui fait que quelque chose est très, très difficile pour moi? Qu'est-ce qui fait que j'ai de la difficulté à fonctionner dans mon quotidien? Donc, j'ai une personne qui m'a écrit aussi par courriel cette semaine en me demandant comment faire pour maintenir mon attention quand je parle avec quelqu'un puis que le sujet n'est pas nécessairement... En fait, que c'est la personne qui me parle et pas moi qui amène le sujet de conversation. Puis, en fait, ce que j'ai envie de dire à la personne, c'est un peu la même chose que ce que j'ai envie de te dire, Joël, c'est que ton travail en tant que TDAH, c'est d'apprendre comment tu fonctionnes, donc de reconnaître qu'est-ce qui t'aide et qu'est-ce qui t'aide pas. Quand tu es dans un environnement social, pour ma part, dans un environnement, ce qui fait en sorte que c'est difficile pour moi d'être dans un environnement social, c'est entre autres d'être dans un environnement où il y a beaucoup de bruit. Donc, les restaurants bruyants, c'est la mode en ce moment. Pour moi, c'est difficile d'être dans ce genre d'environnement-là. C'est très difficile de maintenir mon attention avant ce que la personne me dit, même si la personne qui est devant moi est soit très intéressante, soit c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, mais son sujet est peut-être un petit peu moins intéressant. Ou c'est un sujet qui m'interpelle moins, en fait. Mais plus l'environnement est bruyant, plus il y a de distractions autour de moi, plus ça va être difficile pour moi de maintenir mon attention. Donc, j'essaie de faire en sorte que quand je choisis d'aller au restaurant, je vais peut-être faire attention à l'emplacement de la table, je vais probablement faire attention au type de restaurant où je vais aller pour faire en sorte que je mets le plus de chances de mon côté de ne pas me retrouver dans une situation où je suis extrêmement stimulée et très, très dérangée par mon environnement. Il y a une chose aussi que je vais partager ici, c'est en fait, je suis médicamentée, donc je prends un médicament de la famille des non-psychostimulants. Je sais qu'en Europe, c'est pas disponible. C'est disponible au Québec, au Canada, aux États-Unis. Donc, il y a plusieurs médications. Tu peux trouver dans un de mes épisodes, je décortique toute la réalité de la médication. Personnellement, je prends un non psychostimulant et je peux te dire que ça m'a beaucoup aidé à me sentir moins sensible à tous les stimuli qui sont autour de moi. Ça veut pas dire que je vais pas faire attention, mais je suis beaucoup moins sensible à ça. Donc, j'ai observé que j'avais un petit peu plus de facilité à maintenir mon attention sur la personne qui me parle que tout ce qui est dans mon environnement. Une des choses que j'ai remarqué aussi, c'est quand je suis en mouvement, donc quand je marche, quand je suis côte à côte avec la personne, c'est plus facile pour moi de maintenir mon attention que quand je suis face à face, parce que là, je me sens observée, j'observe l'autre, pas nécessairement sur les bonnes choses, j'observe pas nécessairement les réactions de la personne, mais je vais peut-être observer certains éléments de son physique qui va faire en sorte que ça va perturber mon attention. Mais en fait,
fait que ça m'amène à dire que c'est vraiment d'essayer de t'observer puis d'essayer de comprendre qu'est-ce qui favorise ton maintien d'attention puis qu'est-ce qui va faire en sorte que ça va être plus difficile de maintenir ton attention. Mais ça reste que ce n'est pas aux neurotypiques de nous donner absolument tout. De un, c'est à nous, les neuroatypiques, de défendre nos besoins. Donc, si tu as un enfant qui va à l'école, qui va aux études supérieures, c'est à lui ou à elle ou à toi en tant que parent quand l'enfant est plus jeune de défendre les besoins de ton enfant, mais c'est aussi de leur apprendre à se responsabiliser par rapport à ça. Avoir un cerveau TDAH, c'est avoir plus de difficultés que la moyenne de la population à faire certaines choses. C'est avoir des défis supplémentaires. Ça reste, à mon avis, je serais pas prête à appeler ça un cadeau, là, mais c'est en tout cas très mal emballé. Ça reste un grand défi. Ça ne veut pas dire que tu peux pas réussir des belles choses et avoir une très belle vie. J'en ai plein dans mon entourage qui ont des belles carrières, qui ont des familles, qui réussissent à vivre une très belle vie, puis c'est ça qu'on leur souhaite, puis c'est pour ça que je suis là. En fait, le nom de mon podcast s'appelle Ambitieusement TDAH parce que justement, je veux que tu ailles à la hauteur de tes ambitions. Par contre, je pense que de nier la réalité et d'essayer de diminuer l'impact des choses ou de carrément les oublier ne vont pas t'aider. Mais ça reste ta responsabilité d'exprimer une situation qui est problématique. Ça reste ta responsabilité. Puis il y a des situations où ce ne sera pas possible d'avoir des adaptations et il va falloir trouver des stratégies pour y arriver. Je suis présentement, je pense que j'en ai parlé plusieurs fois, là, je suis présentement à la fin d'une formation pour avoir ce qu'on appelle le Professional Certificate of Coaching, qui est, dans le fond, dans mon organisme de chapeautage, qui est le 2e niveau de certification. Et il fallait faire des cours d'1h30. Et le professeur obligeait la caméra, ou en tout cas, si c'était pas obligatoire, c'était très, très, très fortement suggéré et il émettait beaucoup de commentaires négatifs sur ceux qui n'ouvraient pas leur caméra. Ça a été très difficile pour moi parce que sa façon d'enseigner était vraiment, vraiment exigeante et difficile pour moi parce qu'il passait d'un sujet à l'autre. J'avais de la misère à le suivre, je n'étais pas capable de comprendre ce qu'il disait. Donc, il a fallu que je fasse beaucoup d'efforts pour arriver à passer au travers. Je me suis équipée, j'ai un tapis roulant dans mon bureau qui me permet de marcher pendant mes rencontres. J'avais également, je faisais attention de fermer tous mes onglets sur mon ordinateur. Je faisais attention de fermer mes notifications sur mon cellulaire. J'écrivais beaucoup, beaucoup quand je suivais mon cours parce que pour moi, écrire m'aide à mémoriser l'information. Je m'assurais d'avoir fait les lectures avant, même si c'était très difficile, je les faisais avant. Comme ça, j'avais déjà un peu intégré la matière qu'on allait travailler. Mais comme je te dis, ça n'a pas été facile, mais j'ai essayé de trouver les petites stratégies que j'étais capable de mettre en place pour me permettre de réussir à fonctionner dans un environnement qui n'était pas du tout, qui ne prenait pas du tout en compte mes besoins. Et là, présentement, tu vois, il me reste des choses à faire pour obtenir ma certification et j'ai beaucoup d'émotions négatives face à ça. Je trouve que la personne a fait des choses qui sont pas très bien et je le sais, je suis parfaitement consciente que je suis capable de m'auto-saboter. Donc, je pense pas encore une fois que c'est à lui de modifier quoi que ce soit. Je pense que c'est à moi d'apprendre à reconnaître qu'en ce moment, c'est à moi-même que je nuis quand je fais ça et que je veux tranquillement apprendre à gérer l'émotion négative que je vis dans cette situation-là pour être capable, en fait, d'obtenir ce que je cherche. Parce que la question qui est la plus importante dans tout ça, c'est toi, qui as-tu envie d'être? Puis qu'est-ce que tu as de besoin pour fonctionner? Puis il faut prendre en compte aussi que Joël a tout à fait raison, les neurotypiques aussi vivent avec des blessures, peut-être des traumas, des expériences négatives, des préjugés aussi. Le cerveau humain, TDAH ou pas, le cerveau humain est construit pour faire des raccourcis. Donc, on a une tonne de biais cognitifs qui vont venir modifier notre perception de la réalité
Et c'est plus fort que nous parce que notre cerveau cherche à économiser de l'énergie. Donc, c'est des biais d'adaptation qui ont été créés dans le but de nous permettre de ne pas complètement s'épuiser à que, sans arrêt, essayer d'interpréter ou de comprendre les stimuli qui nous arrivent. Donc, on en a plein de biais, ce qui va faire en sorte que ça va vraiment modifier notre façon de percevoir les choses. Et en fait, eux autres aussi en ont. Puis c'est possible que certaines choses que tu fais, c'est plus fort qu'eux, ils vont l'interpréter d'une certaine façon qui va nuire à ta relation avec cette personne-là ou à la situation dans laquelle tu es. Donc, je pense que c'est important de se poser la question, mais qui est-ce que j'ai envie d'être dans cette situation-là? Et si je reviens sur ma situation par rapport à ma formation, c'est clair que j'ai pas envie d'être... C'est pas... Moi, me faire aimer de cette personne-là, c'est pas quelque chose d'important pour moi, mais ce qui est important pour moi, c'est que j'ai investi une année de ma vie, j'ai investi une bonne partie du revenu que j'ai fait cette année dans cette formation-là. Je veux obtenir ce diplôme-là. Et là, c'est à moi de voir qu'est-ce que j'ai besoin de faire, qu'est-ce que j'ai besoin de mettre en place pour réussir à me plier aux attentes de ma formation. Parce que je peux pas lui demander, parce que le fait de demander des adaptations n'est pas toujours une option. Est-ce que c'est possible dans le milieu de travail? Tu peux demander des adaptations comme par exemple d'avoir des écouteurs qui vont couper le son ou d'avoir peut-être une chose que j'ai travaillé ce matin avec une de mes clientes, c'est d'avoir un retour automatique de courriel en nommant le délai dans lequel toi, tu as envie d'être capable de répondre parce que je sais que les gens s'attendent à avoir des réponses par courriel qui sont rapides. Dans mon cas, ça va peut-être être rapide ou ça va peut-être être très lent. Je suis très variable dans ma réponse des courriels. Peut-être que d'instaurer, une réponse automatique en disant, ben voici le temps que je m'alloue pour répondre à un courriel. Ça peut être une façon de gérer l'attente d'une personne qui interagit avec toi, qui va avoir des attentes de réponse et peut-être que toi, tu veux juste clarifier la situation pour faire en sorte que c'est supportable pour toi, ce genre de délai-là. Ensuite, c'est vraiment de te demander, comme je te dis, de te poser la question, OK, maintenant qu'on établit c'est quoi mes difficultés, puis comme pourquoi j'ai de la difficulté à faire certaines choses, comment est-ce que je peux réussir à être à mieux fonctionner là-dedans? Si tes difficultés sont par exemple par rapport avec ton conjoint ou ta conjointe, ton partenaire de vie, tu sais, c'est correct que ton partenaire de vie soit exaspéré par certains de tes comportements. Il y a certains de nos comportements qui sont exaspérants. Certains ont tendance à laisser les portes d'armoire ouvertes, toujours perdre leurs choses, créer un bordel insupportable à supporter. Donc, c'est des traits qui sont très TDAH, qui sont normales, mais encore là, c'est irritant. Puis c'est pas à la personne neurotypique à s'adapter à ça. Est-ce que la personne neurotypique peut s'éduquer par rapport à ça et essayer de nous supporter? Moi, je pense que c'est beaucoup plus là le rôle de la personne, c'est d'essayer de voir comment on peut ensemble se supporter, comment on peut ensemble définir c'est quoi qui est important pour nous, puis mettre les bases, puis essayer de trouver une façon d'y arriver. C'est sûr que tu fonctionneras jamais comme une personne neurotypique, mais on peut faire en sorte que notre façon de fonctionner soit les plus respectueuses possible des besoins de l'autre pour faire en sorte qu'on trouve notre compte tous les deux. Donc, c'est la même chose avec un étudiant qui va demander, par exemple, le tiers-temps. Le tiers-temps, c'est une mesure, en tout cas au Canada et aux États-Unis aussi, je crois en Europe, qui est assez facilement accessible. Donc, c'est d'avoir la possibilité de faire un tiers de temps de plus. Le tiers-temps, si on ne sait pas comment l'utiliser, ça sert à rien. Puis le tiers-temps, si on n'a pas bien étudié, ça sert à rien. Puis le tiers-temps, si on n'a pas appris à gérer l'anxiété qu'on a par rapport à la performance, ça sert à rien. Donc, c'est important de se responsabiliser, encore une fois, par rapport à l'outil pour se dire comment est-ce que je vais l'utiliser d'une façon à ce que ça me permet, moi, d'obtenir ce que j'ai de besoin, tout en faisant en sorte que ça soit juste pour tout le monde. Donc, je trouve que c'est une excellente question à te demander. Jusque où c'est la responsabilité de l'autre de s'adapter à ton fonctionnement? Moi, je pense que c'est à nous, en tant que neuroatypiques, en tant que TDAH,
de reconnaître ce sur quoi on est capable d'avoir du pouvoir, puis peut-être en même temps de faire en sorte que tu vas faire des choix qui sont différents. Je reviens sur l'exemple du restaurant. Je suis quelqu'un, comme je te dis, j'ai de la difficulté. J'adore aller au restaurant. Je suis une grande épicurienne. J'adore manger. Mais en même temps, j'observe que plus je vieillis, là, j'ai 44 ans bientôt, donc ce mois-ci, j'ai 44 ans, moins je deviens tolérante au bruit autour de moi dans une situation de restaurant. Donc, je fais des choix de ne pas aller dans certains restaurants où c'est beaucoup trop bruyant pour moi. Je fais des choix de choisir ces endroits-là ou d'éviter ces endroits-là. Puis peut-être que je pense pas que c'est au restaurant de changer. C'est leur façon de faire puis ils sont corrects. C'est à moi de définir est-ce que moi ça me convient ou est-ce que moi ça me convient pas. Est-ce que ça me permet d'être bien dans cette situation-là ou est-ce que je suis pas bien puis j'aurais pas du tout de plaisir puis j'aurais pas de satisfaction. Même chose avec, par exemple, l'épicerie. J'ai certaines épiceries que je fais le choix de ne pas vraiment aller parce que j'ai tendance à trop consommer, j'ai de la difficulté à réguler mon impulsivité quand je suis là-bas. Donc, je vais soit commander en ligne ou j'ai beaucoup moins de chances d'exploser mon budget ou carrément aller ailleurs et me permettre d'être un petit peu plus d'avoir un peu plus de capacité à gérer les éléments de stimulation. Donc, je sais que j'espère que ça répond en fait à ton questionnement, Joël, et j'ai effleuré un petit peu celui de la personne qui m'a écrit par courriel. Je vais plonger plus en détail la semaine prochaine sur ce sujet-là, mais j'espère que ça répond à ta question. Donc, pour répondre à la question, dans le fond, c'est un peu comme oui mais non. Dans le sens que oui, je pense que c'est important que les neurotypiques prennent en compte la réalité des TDAH, puis s'éduquent par rapport à ça, puis qu'on défasse un peu les mythes que c'est que pour les enfants, que c'est que des troubles d'attention, que c'est... Donc, est-ce qu'on peut défaire ça un peu? Mais en même temps, c'est aussi de prendre ses responsabilités, d'essayer de comprendre comment toi tu fonctionnes, comment est-ce que toi ça t'affecte, comme il y a quelques épisodes, j'ai fait un épisode sur les hormones sexuelles féminines. Les hormones sexuelles féminines vont affecter énormément notre humeur, vont affecter énormément nos symptômes TDAH. C'est important de voir comment est-ce qu'on peut se supporter là-dedans. C'est pas à tout le monde autour de nous d'accepter qu'une fois par mois, t'as envie d'arracher les yeux de tout le monde. Donc, c'est de prendre conscience, c'est de t'éduquer, c'est de t'outiller et c'est de prendre des décisions qui font du sens pour toi, pour te permettre de mieux fonctionner, puis d'affronter les défis où ça sera pas possible de modifier la situation à la manière que tu veux, mais tu vas peut-être pouvoir y ajouter quelques petites modifications pour permettre de faire en sorte que ce soit un petit peu plus facile. Dans mon cas, comme j'ai oublié d'en parler, là, mais dans mon cas, une des choses que j'ai fait, c'est que je me suis équipée d'un bureau qui me permet d'être soit assise ou debout et d'avoir mon tapis roulant si je le veux. Je m'assure souvent de porter des pantalons de type yoga. Comme ça, je peux faire des postures d'équilibre, soit de m'étirer, soit de faire des postures d'équilibre. Ça me permet de rendre mon expérience un petit peu plus facile quand je travaille en mon ordinateur. Donc, j'espère que ça y répond à ta question. J'espère que, en fait, mon objectif, là, c'était vraiment pas de remettre la responsabilité sur les autres en disant que c'est aux autres à s'adapter à notre fonctionnement. Absolument pas. Par contre, mon objectif, c'était de s'aider à se déculpabiliser par rapport au fait que les normes changent et c'est pas toujours facile de s'adapter et je suis pas nécessairement toujours certaine que c'est pour les bonnes raisons qu'elles ont changé. Puis c'est correct de les remettre en question. C'est correct de se demander mais est-ce qu'elles me conviennent ou est-ce qu'elles me conviennent pas. C'est correct de trouver des stratégies pour essayer de faire en sorte qu'elles ont moins d'impact sur ton fonctionnement, mais en même temps, on peut pas s'attendre à ce que la population en général s'adapte à notre fonctionnement. Donc, je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense que c'est une question de remettre la responsabilité à la bonne place et non pas toujours sur la personne TDAH ou toujours sur la personne neurotypique. Je pense que c'est un peu les deux, dans le but éventuellement de bien fonctionner ensemble et de permettre à chacun de se sentir bien et en collaboration dans tout ça. Donc, j'espère que ça répond à ta question. J'espère que ça t'aide dans ta réflexion. J'espère que c'est un sujet qui te touchait aujourd'hui parce que, tu sais, dans la réalité, si on a quelqu'un qui a à peu près 10% de la population qui a un TDAH,
statistiquement, c'est impossible que 100% de ton entourage soit neuroatypique. Donc, il y a à peu près 90% de la population. Donc, c'est sûr que là, mes chiffres sont pas tout à fait exacts, là, mais il y a un grand pourcentage de la population qui sont neurotypiques. Donc, on vit avec eux, la société est plus adaptée à leur fonctionnement. Je pense que c'est d'essayer de trouver des stratégies pour t'aider à mieux fonctionner dans tout ça. Donc, sur ça, si tu as d'autres questions, si tu as des sujets à me suggérer, si tu as envie d'explorer un peu plus ça pour essayer de comprendre davantage comment tu fonctionnes, tu peux venir me voir sur mon site web amélieléveillé.com. Pour ceux et celles qui se posent la question, non, je ne suis pas sur les réseaux sociaux. Donc, c'est par choix, parce que c'était pour préserver ma propre santé mentale et aussi parce que j'avais pas du tout envie de nourrir ton addiction. Donc, et j'ai l'intention pour le mois d'octobre de lancer un défi sur apprendre à compléter ce qu'on a commencé. Si ça t'intéresse, tu peux t'inscrire à l'infolette, toujours sur mon site web amélieléveillé.com. Si tu as aimé cet épisode-là, si ça te parle, si tu as envie de le partager, ça va me faire immensément plaisir parce que ça m'aide à faire découvrir le podcast à d'autres gens qui, comme toi, sont soit neuroatypiques ou connaissent une personne qui sont neuroatypiques, et tu peux me laisser aussi un 5 étoiles ou des thumbs up sur les plateformes que tu utilises pour m'aider à faire encore plus connaître le podcast. Sur ce, je te souhaite une très, très belle semaine.